Le froid, dans les entrailles du château de Saint-Aubin, n'était pas seulement une absence de chaleur, c'était une entité vivante, une présence liquide qui s'infiltrait à travers les murs de pierre suintants, imprégnait les hardes et se levait au creux des eaux. Héloïse Marin le connaissait intimement, ce froid. Il était son compagnon constant depuis 2 hivers, depuis que le monde qu'elle avait connu, un lopin de terre baigné de soleil à Saint-Pé, les mains calleuses mais tendres de son mari, le son de son propre rire, avait été réduit en cendres par le feu d'un édit royal. Condamnée sans la moindre forme de procès, elle n'était plus une femme, mais une fonction, la lavandière des souterrains, une ombre parmi les ombres, assignée à la tâche la plus ingrate du royaume. Sa journée commençait avant que le premier coq n'ait eu l'audace de saluer une aube qu'elle ne verrait pas. Ses mains, autrefois agiles pour tresser des couronnes de fleurs des champs, étaient maintenant rouges, crevassées, perpétuellement plongées dans l'eau glaciale des bacs en pierre. Elle frottait. Elle frottait la crasse des soldats, les taches de vin des seigneurs, et la plus humiliante des souillures, le sang mensuel des dames de la cour, dont les linges de fine batiste arrivaient dans des paniers d'osier scellés. L'odeur de la lessive à la cendre et du savon de suif se mêlait à celle, plus âcre, de la misère et du salpêtre. C'était l'odeur de sa vie. Mais au cœur de cette obscurité, dans le silence à peine troublé par le clapotis de l'eau et le grattement lointain des rats, Héloïse protégeait un secret qui pesait plus lourd que toutes les chaînes du château, un secret qui respirait, qui toussait doucement, qui avait des yeux couleur de pervenche et des cheveux fins comme des fils de soie. Ce secret s'appelait Aimée, sa fille. À peine 4 ans, un petit oiseau tombé du nid, dissimulé au fond d'une alcôve creusée derrière une pile chancelante de vieux paniers à linge. La présence d'un enfant ici était un crime absolu, une transgression passible de la punition la plus sommaire et la plus définitive. Le puits de la cour. Héloïse le savait. Chaque serviteur, chaque garde connaissait l'histoire de cette fille de cuisine qui, 10 ans plus tôt, avait tenté de cacher son nouveau-né. Le souvenir de son cri, disait-on, hantait encore les nuits de pleine lune. Alors Héloïse avait appris l'art de l'effacement. Aimée vivait dans un monde de chuchotements, de gestes lents. Un univers confiné à quelques mètres carrés, tapissé de vieux draps volés pour l'isoler de la pierre glacée. Ce soir-là, la faim était une bête particulièrement féroce. La toux d'Aimée, sèche et caverneuse, s'était intensifiée, et sa petite poitrine se soulevait avec un effort douloureux. La fièvre perlait sur son front. Héloïse savait que le simple brouet de pain rassis ne suffirait pas. Il lui fallait plus. Il lui fallait de la substance, de la chaleur, quelque chose qui puisse combattre le mal qui rongeait sa fille de l'intérieur. Attendant que le dernier tour de garde se soit estompé dans les couloirs supérieurs, elle se glissa hors de la buanderie. Ses pieds nus ne faisaient aucun bruit sur le sol de terre battue. Elle se déplaçait avec la grâce spectrale d'une habituée des ténèbres. Le chemin vers les cuisines était un labyrinthe dangereux, un territoire hostile, où une rencontre fortuite signifierait la fin. L'air changeait à mesure qu'elle montait. L'odeur d'humidité cédait la place à des effluves incroyablement riches, presque violents pour ses sens privés de tout. Des odeurs de viande rôtie, de sauces au vin, de pâtisseries au beurre et au miel. C'était une torture, une insulte lancée à son estomac vide. Elle se faufila par une porte de service, le cœur battant à grands coups contre ses côtes. La grande cuisine était déserte, mais la chaleur des fourneaux y régnait encore. Sur une table de travail massive, au milieu des restes du festin des nobles, trônait une grande marmite en cuivre. Le fond était presque vide, mais il restait une louche ou deux d'un bouillon de volaille, maintenant figé en une gelée ambrée, constellée de morceaux de légumes et de quelques bribes de viande. C'était un trésor, plus précieux que tout l'or du roi. Tremblante, elle gratta le fond avec une écuelle en bois ébréché qu'elle cachait dans sa robe, enroula sa trouvaille dans un chiffon et refit le chemin inverse, chaque ombre lui paraissant être celle d'un garde, chaque courant d'air le murmure d'une dénonciation. De retour dans la sécurité précaire de sa tanière, elle écarta doucement les paniers. Aimée était recroquevillée sur elle-même, le souffle court.
Ses grands yeux s'ouvrirent à l'approche de sa mère, une lueur de confiance dans l'immensité de sa peur. « Maman !» Sa voix n'était qu'un souffle. « Chut, mon trésor, j'ai quelque chose pour toi. » Héloïse s'agenouilla sur le sol froid et humide, protégeant le corps de sa fille du contact de la pierre. Elle tenait l'écuelle avec une précaution infinie, comme si elle contenait le plus sacré des remèdes. Le bouillon était froid, presque solide, mais c'était de la nourriture, de la vraie nourriture. Avec le bout de ses doigts sales de suie et de lessive, elle prit un petit morceau de gelée et le porta aux lèvres d'Aimée. « C'est pour te rendre forte, ma fleur des champs, pour chasser le méchant loup qui te fait tousser. » Elle se mit à murmurer une vieille chanson, une berceuse que sa propre mère lui chantait dans les champs de lavande de Saint-Pé. Une mélodie simple, douce, qui parlait de soleil, de rivières claires et de ciel sans nuages. C'était un acte de défi, un acte d'amour si pur et si puissant qu'il créait une bulle de chaleur et de lumière au cœur même des ténèbres du château. Elle nourrissait sa fille, fragment par fragment, chaque bouchée étant une prière silencieuse. Elle ne voyait rien d'autre que le visage pâle de son enfant, le léger mouvement de ses lèvres, le faible soupir de contentement qui s'en échappait. Elle était si absorbée par ce rituel sacré, cet instant volé à la cruauté du monde, qu'elle n'entendit pas le grincement infime d'une porte secrète, dissimulée dans le mur du fond. Elle ne sentit pas le courant d'air subtil, différent de ceux qu'elle connaissait, et elle ne vit pas la silhouette sombre et imposante qui se tenait dans l'encadrement, immobile, une ombre plus dense que les autres, observant la scène avec une intensité silencieuse et indéchiffrable. Le roi. Le mot n'eut même pas besoin de se former dans l'esprit d'Héloïse. Il s'imposa à elle comme une évidence physique, une chape de plomb qui s'abattit sur ses épaules et lui glaça le sang plus sûrement encore que les courants d'air du cachot. La silhouette n'était plus une simple ombre. Elle s'était détachée du mur, faisant un pas silencieux sur le sol de terre battue. La faible lueur de la torche qu'elle avait laissée à l'entrée de l'alcôve dansa sur le cuir lustré d'une botte, remonta le long d'un pourpoint de velours noir si sombre qu'il semblait absorber la lumière, et s'arrêta sur la main gantée qui reposait, presque nonchalamment, sur la poignée d'une épée de cour. À son doigt, par-dessus le gant de chevreau fin, brillait d'un éclat froid le sceau royal, l'écu d'Artois gravé dans un saphir massif, Louis-Henri d'Artois. On le surnommait le roi froid, ou parfois, dans les tavernes où le vin déliait les langues et le courage, le roi d'hiver, un souverain dont la jeunesse n'avait d'égal que la réputation de rigueur implacable. Il gouvernait non par affection ou par charisme, mais par une logique d'acier, un contrôle absolu exercé sur chaque aspect de son royaume, des finances de la couronne à la discipline de ses armées. On disait de lui qu'il ne connaissait ni la pitié, ni le doute, ni la moindre parcelle de chaleur humaine, et il se tenait là, dans le recoin le plus sale et le plus oublié de son propre château, témoin de son crime le plus impardonnable. Héloïse se figea. Sa main, qui portait un morceau de gelée aux lèvres d'Aimée, s'arrêta à mi-chemin. Son premier réflexe instinctif et animal fut de pivoter, de couvrir entièrement le petit corps de sa fille avec le sien, de devenir un bouclier de chair et d'os. Elle sentit le frisson d'Aimée contre son ventre, une peur qui n'était pas la sienne, mais le simple écho de la terreur de sa mère. Elle attendit le cri, l'appel aux gardes, le bruit des bottes ferrées qui viendraient l'arracher à son enfant. Mais le silence persista, un silence lourd, épais, tendu comme une corde de potence. Ce silence était pire que n'importe quel éclat de fureur. Poussée par une force qu'elle ne comprenait pas, une dernière étincelle de la fierté qu'elle croyait morte avec son mari, elle tourna lentement la tête et elle leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Du côté du roi, il n'y avait aucune expression lisible. Son visage, encadré par des cheveux sombres coupés courts, était une toile blanche, un masque de marbre parfaitement lisse. Ses yeux, d'un gris d'acier, n'exprimaient ni colère, ni surprise, ni dégoût. Ils analysaient, ils disséquaient la scène avec une précision chirurgicale, comme un général étudiant une carte de bataille. Il était descendu par cet escalier dérobé, connu de lui seul, sous le prétexte d'inspecter personnellement une fissure signalée dans les fondations. Une excuse.
La vérité était qu'une agitation nocturne le rongeait, un besoin de contrôler, de voir, de comprendre les rouages les plus secrets de son domaine. Il avait cherché de la pierre et du mortier. Il avait trouvé ceci, une lavandière aux mains déformées par le travail, un enfant caché, aussi frêle qu'une chandelle dans un courant d'air, et un acte, ce geste de nourrir, ce murmure d'une berceuse, qui était d'une intimité si crue, si désespérée, qu'il en fut physiquement déstabilisé. Son esprit, habitué à la logique implacable de la cour, aux alliances stratégiques et aux décrets, ne savait comment cataloguer cette information. C'était une anomalie, une variable imprévue dans une équation parfaitement maîtrisée. Il voyait bien la transgression. La présence de l'enfant était une violation directe de la loi du château. La nourriture était volée. La punition devait être immédiate et exemplaire pour maintenir l'ordre. C'était la procédure, c'était la logique. Pourtant sa langue ne bougeait pas. Un souvenir fugace, indésirable, traversa son esprit, celui de sa propre enfance. Des repas pris dans un silence de mort, à l'extrémité d'une table immense, sous le regard vigilant d'une préceptrice qui notait chacune de ses manières. Des mains qui ne l'avaient jamais touché que pour le redresser ou plus rarement pour le frapper avec une badine. La tendresse était un concept abstrait, une faiblesse qu'on lisait dans les livres de contes pour les sots. Ce qu'il voyait devant lui, cette femme sale et épuisée offrant sa maigre pitance avec la dévotion d'une sainte, c'était une langue étrangère que son cœur, ou ce qui en tenait lieu, ne savait pas traduire. Dans les yeux d'Héloïse, il ne vit pas la supplication qui l'attendait. Il vit bien la peur, une peur panique qui dilatait ses pupilles. Mais sous cette peur, il y avait autre chose, une résolution dure comme le granit, un défi muet. Ses yeux disaient « Vous pouvez me prendre, me tuer, mais vous ne toucherez pas à mon enfant ». Elle ne pleurait pas, elle ne suppliait pas. Elle le regardait simplement, une lavandière, une moins que rien, et elle osait le regarder droit dans les yeux. Cette absence de soumission le perturba plus encore que la découverte de l'enfant. C'était une insulte à son autorité, mais une insulte si dénuée d'arrogance, si ancrée dans un amour primordial, qu'il ne sut comment y répondre. Pour la première fois de sa vie de souverain, Louis-Henri d'Artois fut en proie à une chose qu'il exécrait par-dessus tout, l'indécision. Il resta là un long moment, qui parut à Héloïse une éternité. Puis, aussi brusquement qu'il était apparu, il fit un pas en arrière. Son visage était toujours ce même masque impénétrable. Sans un mot, sans un geste, il pivota et disparut dans l'obscurité de laquelle il était sorti. La lourde porte secrète se referma avec un bruit mat et sourd, un son de tombe qui se scelle. Le silence qu'il laissa derrière lui était différent. Ce n'était plus un silence d'attente, mais un silence de condamnation. Héloïse resta pétrifiée, le souffle coupé, l'écuelle de bouillon oubliée sur ses genoux. Elle n'avait pas été sauvée, elle avait simplement obtenu un sursis. Le roi savait, il avait vu, et un roi comme lui n'oubliait jamais. La hache n'était pas encore tombée, mais elle était levée, suspendue au-dessus de sa tête, et elle sentait déjà le froid du tranchant sur sa nuque. Elle serra Aimée contre elle, si fort que la petite gémit doucement. Le château tout entier semblait retenir son souffle, attendant le verdict de son maître. Les jours qui suivirent furent une forme exquise de torture. Héloïse vivait sur le fil d'une lame de rasoir, chaque instant une attente insoutenable. L'aube ne apportait aucune promesse, seulement la certitude d'un jour de plus passé dans les limbes. Chaque fois que le bruit de bottes résonnait dans les couloirs du dessus, son cœur s'arrêtait. Chaque fois qu'une porte claquait au loin, ses muscles se nouaient. Elle s'attendait à voir la lourde silhouette du geôlier en chef, maître Thibaut, se découper dans l'embrasure de sa buanderie, le visage fermé, venu exécuter un ordre royal. Mais les heures s'écoulaient, se fondaient les unes dans les autres, et personne ne venait. Cette absence d'action était une cruauté plus raffinée que n'importe quel châtiment. Le roi jouait-il avec elle? Avait-il simplement oublié, reléguant sa misérable existence et son crime aux oubliettes de son esprit souverain? Cette dernière pensée était presque la plus terrifiante. Être si insignifiante que même sa condamnation ne méritait pas d'être prononcée. Elle continuait son travail, un automate de chair et de sang,
Frotter, rincer, tordre, l'eau glaciale anesthésiait ses mains, mais elle ne pouvait rien contre le feu qui lui dévorait les entrailles. Elle scrutait les visages des autres serviteurs, des filles de cuisine qui descendaient parfois chercher de l'eau, cherchant un signe, un murmure, un regard entendu qui trahirait que son secret était connu. Mais elle ne vit rien. Le monde du château continuait de tourner, ignorant le drame silencieux qui se jouait dans ses fondations. Son angoisse se reportait sur Aimée. Elle la cachait avec une ferveur renouvelée, la barricadant derrière les paniers, lui imposant un silence presque total. Elle ne chantait plus. Les berceuses de Saint-Pé étaient mortes sur ses lèvres, remplacées par des chuchotements angoissés. « Ne bouge pas, mon ange. Sois sage, sois invisible. » L'enfant, sentant la panique de sa mère, devenait plus craintive, sa toux étouffée dans les plis d'un vieux drap pour ne pas trahir leur présence. La joie fragile que le bouillon volé avait apportée s'était évaporée, remplacée par une atmosphère de peur si dense qu'elle semblait avoir une consistance physique. Pendant ce temps, à des lieues au-dessus de sa tête, dans les appartements royaux baignés de la douce lumière d'automne qui filtrait à travers les vitraux, le roi Louis-Henri était en guerre, non contre un duché voisin ou une faction rebelle, mais contre une image persistante qui s'invitait dans ses pensées avec une arrogance insupportable. L'image d'une femme à genoux sur un sol immonde, le visage souillé, les mains brutes et un regard qui ne fléchissait pas. Il se tenait devant une immense carte de ses domaines, mais les frontières et les positions stratégiques se brouillaient devant ses yeux. Il revoyait le geste de ses doigts crevassés, offrant de la nourriture. Il entendait le fantôme d'une mélodie simple. C'était absurde. Une simple lavandière, une criminelle, occupait l'espace mental qu'il réservait aux affaires d'État. C'était un grain de sable dans la mécanique parfaitement huilée de son esprit. Il avait manqué à sa propre logique. La règle avait été enfreinte. La sanction aurait dû être immédiate. Pourquoi avait-il fait volte-face ? Cette question, simple et directe, tournait en boucle dans son esprit, et il n'avait aucune réponse satisfaisante. La pitié ? Un concept ridicule. L'hésitation, une faiblesse qu'il ne se tolérait pas. Votre Majesté semble préoccupée. La voix était calme, posée, mais affûtée comme une lame. Louis-Henri ne se retourna même pas. Il n'y avait qu'une seule personne à la cour qui osait s'adresser à lui de la sorte. « Comtesse !» dit-il simplement, son ton plus sec qu'il ne l'aurait voulu. La comtesse Geneviève de Malvoisin s'avança dans la pièce. C'était une femme d'une cinquantaine d'années, d'une beauté sévère que le temps avait sculptée plutôt que flétrie. Veuve d'un des plus grands généraux du royaume, elle avait été la confidente de son père et était restée sa conseillère la plus proche et la plus redoutée. Elle était l'incarnation de la raison d'État, une intelligence politique redoutable, qui voyait l'émotion comme une gangrène à exciser. « Le duc de Valois attend une réponse concernant les tarifs douaniers, » dit-elle en s'arrêtant près de la table. « Le privé de ses revenus le poussera à chercher une alliance avec nos rivaux du Sud. Lui céder sera perçu comme un signe de faiblesse. » C'était un test. Elle lui présentait un problème classique, attendant sa réponse habituelle, une troisième voix, calculatrice et impitoyable, qui mettrait le duc au pas sans provoquer de conflit ouvert. « Faites ce qui est nécessaire, » répondit le roi, son regard toujours perdu sur la carte. Le silence de la comtesse fut plus éloquent qu'un reproche. Il ne lui avait jamais donné une réponse aussi vague. Elle plissa légèrement les yeux, son regard perçant l'examinant avec une attention renouvelée. « Vous n'êtes pas vous-même depuis votre retour de Saint-Aubin, sire. Cette forteresse a-t-elle une influence si morose sur votre humeur, ou quelque chose, ou quelqu'un a-t-il perturbé la tranquillité de votre séjour ?» Le mot « quelqu'un » était lancé avec une précision diabolique. Le roi se retourna enfin, son visage un masque de froideur. « Mes humeurs ne concernent que moi, Geneviève, et ma tranquillité est intacte. Occupez-vous du duc. » C'était un ordre, une fin de non-recevoir. La comtesse s'inclina gracieusement, mais ses yeux ne quittèrent pas les siens. « Bien, Majesté. » Elle se retira sans un autre mot, mais Louis-Henri savait qu'il n'avait pas réussi à la tromper. Il avait éveillé sa curiosité, et la curiosité de Geneviève de Malvoisin était une chose dangereuse. Resté seul, il frappa le poing sur la table de chêne.
La frustration le submergeait. Il était le roi. Son pouvoir était absolu. Et pourtant, il se sentait dépossédé d'une partie de son contrôle par le souvenir d'une indigente. C'était intolérable. Il ne pouvait pas ordonner son châtiment maintenant. 3 jours s'étaient écoulés. L'acte paraîtrait arbitraire, presque personnel, et il ne pouvait pas l'ignorer. Le problème restait entier, non résolu. La logique reprit alors ses droits, mais une logique déformée, tendue vers un nouvel objectif. Il ne s'agissait plus de punir, mais de comprendre. Pour contrôler une situation, il fallait en maîtriser toutes les variables. Et la lavandière était une variable qu'il n'avait pas encore cernée. Il devait la revoir, observer de nouveau, recueillir plus d'informations. Il sonna une cloche d'argent. Un chambellan apparut instantanément. « Maître d'armes », ordonna le roi, sa voix ayant retrouvé son tranchant habituel. « Dites au gouverneur du château que mes inquiétudes concernant les fondations ne sont pas apaisées. Je mènerai une nouvelle inspection moi-même, ce soir, sans escorte. La discrétion est impérative. » L'ordre était étrange, mais irréfutable. Alors qu'il donnait ses instructions, Louis-Henri sentit une étrange pulsation en lui, un mélange d'irritation et d'une anticipation qu'il ne parvenait pas à nommer. Il ne retournait pas dans les souterrains en tant que juge, ni même en tant que roi. Il y retournait attiré par une énigme faite de crasse, de défis et d'une forme d'humanité qui lui était totalement étrangère. La nuit, dans les souterrains, avait une texture. C'était un velours noir et lourd, si épais qu'il semblait étouffer les sons. Mais cette nuit-là, un son s'y propagea, clair et distinct. Un son qu'Héloïse n'aurait jamais dû entendre à une heure si avancée et à une telle profondeur. Le bruit d'une seule paire de bottes, avançant d'un pas mesuré et sans hâte dans le corridor principal qui menait au cachot et aux caves. Ce n'était pas la démarche traînante d'un serviteur fatigué, ni le pas lourd et rythmé d'une patrouille de garde. C'était une cadence précise, assurée, pleine d'une autorité qui n'avait que faire de l'obscurité. Héloïse, qui tentait de calmer une quinte de tout d'aimer en lui faisant boire de l'eau tiédie au contact de son propre corps, se figea. Son sang se transforma en un torrent de glace. Il revenait. Elle le savait avec une certitude absolue et terrifiante. « Cache-toi », murmura-t-elle, sa voix un souffle d'air. « Ne fais pas le moindre bruit, mon amour. Pas un seul. Joue à la petite souris. » En quelques secondes, elle dissimula l'enfant grelottante au plus profond de leur alcôve, la recouvrant de draps sales dont l'odeur âcre masquait, espérait-elle, celle de la maladie. Puis, tout le cœur battant à se rompre, elle se posta près de ses bacs, saisissant un lourd drap de lin et se mettant à le frotter avec une énergie factice, le clapotis de l'eau couvrant le bruit de sa propre respiration haletante. Elle se donnait une contenance, un rôle à jouer. Elle n'était qu'une lavandière au travail, rien de plus. Les pas se rapprochèrent, implacables. Bientôt, une lueur orangée dansa sur les murs suintants au bout du passage. Une lanterne. Puis la silhouette du roi se dessina, découpée par la lumière qu'il tenait lui-même. Il avançait lentement, comme un homme explorant son propre domaine, ce qui était exactement le cas. Il ne regarda pas dans sa direction. Arrivé à une vingtaine de pas, il s'arrêta et leva sa lanterne vers la voûte de pierre. Il suivit du doigt une longue fissure sombre, un défaut dans la construction séculaire du château. Héloïse continua de laver. Le bruit de ses mains dans l'eau était assourdissant dans le silence tendu. Elle sentait le regard du roi sur elle, même s'il feignait d'inspecter le mur. C'était un examen, une observation. Elle était une créature dans un vivarium, et il étudiait son comportement. Les minutes s'étirèrent jusqu'à devenir des heures. Il se déplaçait avec une lenteur calculée, se rapprochant inexorablement de son recoin. Il passa devant l'ouverture de sa buanderie, s'arrêta et fit un pas à l'intérieur. Le clapotis de l'eau cessa. Héloïse se redressa, les mains trempées et dégoulinantes, le dos droit. Elle n'essaya pas de s'incliner, un geste qui aurait été grotesque dans ces conditions. Elle attendit. Il balaya la petite enclave de son regard gris. Les bacs, les piles de linge, le sol humide, et enfin, elle. Son visage était toujours aussi impénétrable, mais son attention était totale. Puis il parla. Sa voix était basse,
neutre, presque impersonnelle, mais elle résonna dans l'espace confiné avec la force d'un coup de tonnerre. L'enfant, comment se nomme-t-elle? La question l'a pris au dépourvu. Elle s'était préparée aux accusations, aux ordres, aux menaces. Pas à une simple question, une question qui reconnaissait l'existence d'Aimé en tant que personne, et non comme une simple infraction. Il lui fallut un instant pour trouver sa voix. Aimé, majesté. Le mot sortit, rauque mais audible. Le roi hocha imperceptiblement la tête, comme s'il enregistrait une information factuelle. Ses yeux se déplacèrent légèrement vers la pile de paniers derrière Héloïse. Il ne fit aucun geste pour regarder, mais il savait. Il savait exactement où elle était. « Sa toux est plus forte, dit-il. Ce n'était pas une question, mais une affirmation, un constat. Il se souvenait du son exact de la toux de sa fille 3 nuits auparavant. Le détail était si précis, si inattendu de la part d'un souverain, qu'il en était terrifiant. Il l'observait bien plus attentivement qu'elle ne l'aurait cru possible. « L'humidité de ces lieux n'arrange rien, sire. » répondit-elle sur le même ton factuel, une étrange audace née du désespoir, l'empêchant de se laisser submerger par la peur. C'était la vérité après tout. Son regard se posa sur le maigre ballot de chiffon qui servait de lit à Aimé, visible entre 2 paniers. Un instant, une fraction de seconde, une lueur indéfinissable passa dans ses yeux. Ce n'était ni de la pitié, ni de la colère, c'était autre chose. Une sorte de concentration intense, comme s'il tentait de résoudre un problème complexe dont les termes lui échappaient. Puis le masque de froideur revint. Il avait obtenu ce qu'il était venu chercher. Il fit un pas en arrière, se préparant à partir. Arrivé sur le seuil, il s'arrêta et lui adressa une dernière phrase, ces mots tombant un à un dans le silence. « Poursuivez votre ouvrage, lavandière. Et veillez à ce que les bruits provenant de cet étage ne viennent pas troubler la quiétude du château. » Sur ces mots, il tourna les talons et s'éloigna, sa lumière s'amenuisant peu à peu au bout du couloir, jusqu'à ce que les ténèbres reprennent entièrement leur droit. Héloïse resta immobile, l'eau glacée dégoulinant de ses mains inertes. Elle tremblait, mais ce n'était plus seulement de peur, c'était un frisson de confusion totale. Il lui avait parlé. Il avait demandé le nom de sa fille, il avait remarqué l'aggravation de sa maladie, et sa dernière phrase, était-ce une menace, une injonction au silence sous peine de mort, ou était-ce, dans sa formulation glaciale et ambiguë, une forme de permission, une reconnaissance tacite de leur présence, tant qu'elle restait secrète? Le roi n'avait pas apporté de sentence. Il avait apporté quelque chose de bien pire, l'incertitude. Il avait tissé un fil invisible entre son monde de lumière et de pouvoir et sa tanière sombre et misérable. Et Héloïse sentait que ce fil, loin de la libérer, se resserrait déjà autour de son cou. Une semaine s'écoula, puis 2. Le roi ne lui adressa plus jamais la parole, mais ses visites devinrent une sorte de rituel fantomatique. 2 ou 3 fois par semaine, toujours tard dans la nuit, ses pas solitaires résonnaient dans les couloirs de pierre. Parfois, il ne faisait que passer, une ombre furtive entrevue au loin. D'autres fois, il s'arrêtait, toujours sous un prétexte différent, examiner la ferrure d'une grille de cachot, sonder un mur en le tapotant doucement, ou simplement rester immobile dans l'obscurité, comme s'il écoutait la respiration du château. Héloïse sentait sa présence bien avant de le voir. C'était un changement dans la pression de l'air, une intensification du silence. Pendant ces moments, elle se forçait à continuer son travail, chaque muscle de son corps tendu à l'extrême, consciente d'être observée, cataloguée, analysée. Cette nouvelle routine, étrange et inquiétante, ne passa pas inaperçue. Le château, avec ses centaines d'yeux et d'oreilles, était un organisme vivant où le moindre secret avait du mal à survivre. Bientôt les murmures commencèrent, rampant dans les couloirs comme le lierre sur les vieux murs. « On dit que le roi ne dort plus », chuchotait une fille de cuisine à une autre en épluchant des légumes. « Il arpente les souterrains comme une âme en peine. »« Le capitaine des gardes est furieux », répondait l'autre, jetant un regard par-dessus son épaule. « Le roi lui a interdit de l'escorter. Il cherche quelque chose là-dessous. Un trésor caché, peut-être, ou un fantôme ?» concluait la première avec un frisson.
Les serviteurs qui travaillaient dans les niveaux inférieurs commencèrent à traiter Héloïse avec une méfiance nouvelle. Ils ne savaient rien, bien sûr, mais elle était la seule habitante permanente de cette zone, devenue le centre de l'inexplicable obsession royale. Ils accéléraient le pas en passant devant sa buanderie, évitant son regard. Elle, qui avait toujours été invisible, était maintenant marquée par une attention qu'elle n'avait jamais désirée. Son isolement devint absolu. Les rumeurs, inévitablement, remontèrent jusqu'aux oreilles les plus fines de la cour. Dans ses appartements somptueusement lambrissés, la comtesse Geneviève de Malvoisin écoutait le rapport du régisseur du château, un homme qui lui devait sa position. Et c'est la 4e fois ce mois-ci, madame la comtesse. Toujours seul, toujours après minuit. Il se concentre sur les fondations ouest, près de l'ancienne buanderie. Geneviève le congédia d'un geste sec. L'ancienne buanderie, un cul-de-sac humide et sans le moindre intérêt stratégique, politique ou historique. Pourquoi cet endroit? Le comportement du roi était plus qu'une simple excentricité, c'était une aberration. Un esprit aussi discipliné et pragmatique que le sien ne perdait pas son temps. Chaque action, chaque minute de son emploi du temps était calculée. Ses visites nocturnes étaient donc un calcul. Mais lequel? Elle ne parvenait pas à en déchiffrer la logique, et cela l'exaspérait. Elle sentait que quelque chose lui échappait, une pièce maîtresse du puzzle, et elle détestait ne pas tout maîtriser. Le roi, de son côté, poursuivait sa propre et froide logique. Lors d'une de ses visites, un son avait particulièrement retenu son attention. La toux d'Aimée, plus rauque, plus profonde que la fois précédente, suivi d'un frisson si violent qu'il l'avait presque entendu à travers la pierre. Le problème n'était plus seulement la présence de l'enfant, mais sa détérioration, une variable qui menaçait de devenir incontrôlable. Le lendemain, il convoqua le gouverneur de Saint-Aubin. « Gouverneur !» commença-t-il sans préambule, en désignant une section des plans du château. « J'ai constaté que les courants d'air dans les corridors de service sont intolérables. L'humidité stagnante est un bouillon de culture pour les fièvres et les maux de poitrine. Je ne peux pas me permettre d'avoir la moitié de votre garnison malade cet hiver. C'est une question d'efficacité. » Le gouverneur, un militaire bourru, opina vigoureusement. « C'est vrai, Majesté, ces couloirs sont des tombes. »« Bien, » reprit le roi, son doigt se posant sur un point précis de la carte. « Il y a des surplus de couvertures de campagne dans vos entrepôts. Faites-en déplacer une pile dans l'alcôve sèche qui jouxte la grande citerne. Les hommes de garde pourront s'en servir pour se protéger du froid durant leur ronde. Assurez-vous qu'elles y soient avant ce soir. » L'ordre était impeccable de logique militaire et administrative. L'alcôve en question était en effet un renfoncement de pierre relativement épargné par l'humidité. C'était aussi, et ce n'était pas une coïncidence, l'espace situé à moins de 5 mètres de l'entrée de la buanderie d'Héloïse. Plus tard dans la journée, 2 valets descendirent, maugréant contre cette nouvelle corvée, et déposèrent une douzaine de lourdes couvertures de laine sombre et rêche à l'endroit indiqué. Ils repartirent aussi vite qu'ils étaient venus, laissant derrière eux une odeur de naphtaline et une montagne de chaleur potentielle. Héloïse les observa partir, le cœur battant à tout rompre. Elle resta longtemps immobile, à regarder cette pile de tissus. C'était une apparition absurde, un mirage, des couvertures. Là, épaisses, solides, elles promettaient une protection contre le froid qui rongeait les poumons de sa fille. L'instinct maternel, primaire et féroce lui hurlait de se précipiter, d'en prendre une, de l'enrouler autour du corps fiévreux d'Aimée. Mais la peur la paralysait. C'était un piège. Ce ne pouvait être qu'un piège. Le roi la mettait à l'épreuve. S'il l'avait vue prendre de la nourriture volée, il la verrait sûrement prendre une couverture qui ne lui appartenait pas. Ce serait le prétexte, le vol, l'acte final qui justifierait sa condamnation. La nuit tomba. La toux d'Aimée s'intensifia, secouant son petit corps d'une série de spasmes douloureux. Elle grelottait, même blottie contre sa mère. Héloïse sentait la fièvre brûler à travers ses maigres vêtements. D'un côté, le risque certain du châtiment. De l'autre, la certitude que sa fille s'affaiblissait, que le froid la tuait à petit feu. Le dilemme était intenable.
Finalement, ce ne fut ni la logique ni la peur qui décidèrent pour elle. Ce fut le son d'un petit gémissement, un simple « Maman, j'ai froid » murmuré dans un demi-sommeil. Ce son brisa la dernière digue de sa prudence. Tremblante de la tête aux pieds, elle se glissa hors de son alcôve. Elle s'approcha de la pile de couverture comme d'un animal sauvage. Sa main se tendit, hésita, puis se referma sur le tissu rugueux. Elle en tira une. L'objet était lourd, réel. Sans se permettre une seconde de réflexion, elle retourna auprès de sa fille et l'enveloppa dedans, la recouvrant entièrement de cette chaleur rêche et providentielle. En se recroquevillant à côté d'elle, Héloïse sentit le souffle d'Aimé devenir un peu plus calme, un peu plus régulier. Elle avait fait son choix, elle avait mordu à l'hameçon. Désormais, elle n'était plus seulement une clandestine, elle était une voleuse. Et sa vie, ainsi que celle de sa fille, reposait entièrement dans la main silencieuse et imprévisible de son roi. La couverture fut une bénédiction et une malédiction. Enveloppée dans sa chaleur rêche, Aimé passait des nuits plus calmes, ses frissons s'espaçant. Mais pour Héloïse, le poids de ce tissu volé était plus lourd qu'une pierre de meule. Chaque fois que le roi passait, son souffle se coupait. Il ne disait rien, ne regardait même pas directement en direction du lit improvisé, mais elle sentait qu'il savait. L'absence de la couverture sur la pile et sa présence sur son enfant étaient des mots échangés dans leur dialogue silencieux. Il ne l'avait pas puni. Cet acte de non-réaction était en soi un message qu'elle était incapable de déchiffrer. L'agitation autour de sa personne ne cessait de croître. L'attention du roi avait fait d'elle une anomalie, et la visite de la comtesse de Malvoisin la transforma en paria. Elle arriva en plein jour, un événement si incongru que le temps lui-même sembla s'arrêter dans les souterrains. Précédée par une vague de silence tendu, la comtesse apparut à l'entrée de la buanderie, une vision de soie et de brocart dans un monde de crasse et de misère. Elle était accompagnée d'une dame de compagnie au visage pincé, et son mépris pour les lieux était si palpable qu'il semblait givrer l'air. « C'est donc ici », dit la comtesse d'une voix qui portait sans effort, une voix habituée à commander. Sa déclaration était destinée non pas à sa suivante, mais à l'univers en général. On m'informe que la qualité du blanchissage a baissé. Mes manchettes en dentelle de Flandre sont revenues avec une teinte grisâtre. Je viens constater par moi-même la source de cette négligence. Le prétexte était si mince qu'il en était insultant. Héloïse se redressa, s'essuyant les mains sur son tablier, le cœur battant à coups sourds contre ses côtes. Elle s'inclina légèrement. « Madame la comtesse !» Le regard de Geneviève la balaya de la tête aux pieds, un regard qui ne voyait pas une personne mais un problème. Ses yeux, vifs et intelligents comme ceux d'un oiseau de proie, scrutaient chaque recoin de l'alcôve. Ils s'attardèrent sur la pile de couverture militaire et un pli presque imperceptible se forma entre ses sourcils. Puis son attention revint à Héloïse. « Vous êtes seule ici, jour et nuit ? Je fais mon service, madame. » « Un service bien solitaire, » insista la comtesse, sa voix mielleuse dissimulant une pointe d'acier. « Vous ne devez pas avoir beaucoup de distractions. À moins que vous ne receviez de la visite, des visites inattendues, peut-être ?» La question était une flèche décochée avec une précision mortelle. Héloïse sentit une sueur froide perler sur sa nuque. Elle garda les yeux baissés, fixés sur le sol humide. « Personne ne vient jamais ici, madame. Il n'y a rien à y faire. » Vraiment, pas même des inspecteurs zélés, soucieux de la solidité des murs. Le roi, m'a-t-on dit, a développé une passion soudaine pour l'architecture des caves. C'était une partie d'échecs, et Héloïse savait qu'un seul faux mouvement l'amènerait à sa perte. « Je ne suis qu'une lavandière, madame. Je ne suis pas au fait des préoccupations de Sa Majesté. » La comtesse la fixa un long moment, un fin sourire flottant sur ses lèvres. Elle n'avait rien trouvé de concret, pas de preuve. Mais l'instinct, affiné par des décennies d'intrigues de cour, lui criait que cette femme insignifiante était au centre du mystère. Le calme de la lavandière, sa façon de répondre sans trembler ni s'effondrer, était suspect. Une paysanne innocente aurait dû être terrifiée. Celle-ci était sur ses gardes. Elle cachait quelque chose.
Veillez à ce que mes dentelles retrouvent leur blancheur initiale, lança finalement la comtesse, ou je veillerai personnellement à ce que l'on vous remplace par quelqu'un de plus compétent. Elle tourna les talons et s'éloigna, laissant derrière elle une menace glaciale et le parfum subtil et déplacé de sa lotion à la violette. La visite eut des conséquences immédiates. Si les autres serviteurs se montraient méfiants auparavant, ils étaient désormais ouvertement hostiles. Elle était la cause de la colère de la comtesse, la raison de l'étrange comportement du roi. Elle était un clou qui dépassait, et tout le monde savait ce qu'il advenait des clous qui dépassaient. Le lendemain, son seau d'eau propre fut accidentellement renversé. Le morceau de pain sec, qui constituait son repas du soir, disparut de sa cachette. On lui jetait des regards noirs, on se détournait sur son passage. Elle était devenue une pestiférée. Cette nuit-là, le roi vint. Sa visite fut plus brève que d'habitude. Il passa devant la buanderie, s'arrêta une seconde à peine. Son regard passa sur elle, puis se posa dans l'ombre, sur le petit corps endormi enveloppé de laine sombre. Son visage ne trahit aucune émotion. Il continua sa ronde, silencieuse. Mais alors qu'il repartait, au moment de franchir le seuil du corridor, sa main frôla sa ceinture et quelque chose tomba sur la pierre avec un bruit sourd et mat. Un bruit presque insignifiant, mais dans le silence des profondeurs, il résonna comme un coup de gong. Le roi ne s'arrêta pas, il ne ralentit même pas, il continua son chemin et disparut. Héloïse attendit que le dernier écho de ses pas se soit éteint. Elle attendit encore, le cœur battant, persuadée que c'était un autre piège, que des gardes allaient surgir pour la surprendre. Mais rien ne vint. Tremblante, elle s'approcha de l'endroit où l'objet était tombé. C'était une petite bourse de cuir, simple et sans armoirie. Elle n'était pas lourde. Avec des doigts gourds, elle en défit le lacet. À l'intérieur, il n'y avait pas d'or, pas de pièce qui l'aurait signée comme une voleuse. Il y avait une tranche de venaison séchée, fine et odorante, et un petit paquet enroulé dans une feuille de lin. Elle le déplia. Une bouffée d'arômes puissants et familiers lui monta aux narines, du thym sauvage, des feuilles de marube et des racines de guimauve, un remède de grand-mère, un remède pour la toux, pour dégager les poumons. Elle resta là, à genoux sur le sol froid, la bourse à la main. Le roi n'était plus seulement un observateur silencieux. Il n'était plus un simple joueur qui déplaçait les pièces sur l'échiquier. Il était intervenu. Il l'avait nourrie, elle et sa fille, par procuration. Il lui donnait de quoi la soigner. Cet acte, si dénué de chaleur, si impersonnel dans son exécution, était la chose la plus intime et la plus terrifiante qui lui soit jamais arrivée. Il s'immisçait dans sa vie, dans sa lutte, tissant un lien avec elle qu'elle ne pouvait ni refuser, ni comprendre. Et elle ignorait s'il tissait une corde pour la sauver, ou un nœud coulant pour la pendre. Les herbes firent leur effet. Lentement, presque imperceptiblement, la toux qui rongeait les nuits d'aimer commença à perdre de sa férocité. Elle s'espaça, devint moins sèche, moins douloureuse. Héloïse préparait la tisane chaque soir dans son écuelle en bois, faisant chauffer l'eau en la plaçant près de sa seule et unique torche. C'était un rituel secret, un acte de foi envers un Dieu cruel et énigmatique, et les dons continuèrent. Ils n'étaient jamais directs, jamais évidents. C'était un jeu de pistes macabre et silencieux. Un matin, en allant chercher de l'eau, elle trouva une petite miche de pain de seigle, encore tiède, posée sur le rebord du puits. Personne n'aurait pu l'oublier là. Quelques jours plus tard, une pomme rouge et luisante était nichée dans une anfractuosité du mur, juste à l'entrée de son couloir. Puis ce fut un petit flacon de lait de chèvre, soigneusement bouché, dissimulé derrière une pile de vieux seaux. Chaque découverte était une vague de sentiments contradictoires qui la submergeaient. D'abord, la peur panique. Il était venu. Il avait laissé une trace. C'était une preuve de plus, un lien de plus dans la chaîne invisible qui la liait à lui. Ensuite, la gratitude, une émotion si puissante qu'elle en avait honte. Voir Aimé mordre dans la pomme avec un appétit retrouvé, boire le lait qui redonnait un peu de rose à ses joues, c'était un bonheur si intense qu'il en était douloureux. Enfin, le sentiment d'être piégée. Elle était comme une souris dans un labyrinthe, et le roi, d'une hauteur inaccessible, la regardait se débattre,
lui offrant un morceau de fromage de temps en temps pour la maintenir en vie et la garder dans le jeu. Sa survie, et celle de sa fille, ne lui appartenait plus. Elle dépendait entièrement du caprice de son geôlier fantôme. Aimée, inconsciente de la source de ses miracles, reprenait vie. Elle ne toussait presque plus pendant la journée. Elle avait assez de force pour s'asseoir et jouer avec des petits cailloux qu'Héloïse lui avait trouvés. Elle recommençait même à fredonner, imitant les mélodies que sa mère lui chuchotait de nouveau à l'oreille. Pour la première fois depuis des mois, un espoir fragile, empoisonné par la peur, osait poindre dans le cœur d'Héloïse. Peut-être qu'ils allaient survivre à l'hiver. Peut-être que le roi se lasserait de son jeu et les oublierait. Mais elle avait oublié qu'il n'y avait pas que 2 joueurs dans cette partie. Dans ses appartements, la comtesse de Malvoisin avait patiemment rassemblé les pièces de son puzzle. Le roi continuait ses visites. La lavandière était toujours là. Les rumeurs ne faiblissaient pas. Il était temps de forcer le destin. Elle ne pouvait pas s'attaquer au roi, mais elle pouvait assainir la situation avec une logique implacable que personne ne pourrait contester. Elle fit mander Maître Renaud, l'intendant du château, un homme plus soucieux de son avancement que de justice. « Maître Renaud » commença-t-elle avec un ton empreint de la plus grande sollicitude. La préoccupation de Sa Majesté pour le bien-être de ses sujets est une chose que nous devons tous prendre à cœur. L'intendant, flatté d'être inclus dans ce « nous », opina avec ferveur. Le roi lui-même, poursuivit-elle, a maintes fois souligné l'insalubrité des niveaux inférieurs. Cette humidité, cette moisissure, c'est une honte pour une forteresse de ce rang. Et au cœur de ce problème, nous avons cette vieille buanderie, une seule femme travaillant dans des conditions archaïques alors que nous disposons d'installations modernes et spacieuses dans les étages supérieurs. Elle marqua une pause, laissant ses paroles faire leur effet. C'est non seulement inefficace, mais c'est aussi inhumain de laisser cette pauvre créature dans un tel cloaque. Pensez à sa santé. Maître Renaud, qui n'avait jamais consacré la moindre pensée à la santé de la lavandière, hocha la tête d'un air grave. « Ma suggestion est donc simple, » conclut la comtesse, son regard brillant d'une lueur triomphante. « Déplaçons cette femme. Intégrons-la à l'équipe des blanchisseuses du château. Elle y trouvera une compagnie et un environnement de travail plus sain. Et nous pourrons ensuite condamner et sceller définitivement cette section des souterrains, éliminant ainsi une source de maladie pour toute la garnison. C'est une solution qui bénéficie à tous. » C'était un coup de maître, une proposition enveloppée de bienveillance et de logique administrative, mais dont l'intention était aussi acérée qu'un poignard. L'intendant, ne voyant que l'opportunité de s'attirer les faveurs de la comtesse tout en montrant son zèle au roi, s'empressa d'approuver. « Une suggestion absolument brillante, madame. Je vais donner les ordres sur le champ. » Le lendemain, alors qu'Héloïse partageait avec Aimée un petit morceau de pain de seigle, le fruit de la dernière visite du roi, Maître Renaud apparut. Il ne s'aventura pas dans la buanderie humide, restant sur le seuil comme s'il craignait la contagion. « Lavandière, » dit-il d'un ton affairé, sans la regarder, « j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Votre service dans ces conditions déplorables est terminé. Sur la recommandation éclairée de Madame la Comtesse de Malvoisin et pour votre propre bien-être, vous allez être réaffecté. » Héloïse sentit son estomac se nouer. « Dans 3 jours, poursuivit-il en consultant un parchemin, vous rejoindrez les grandes buanderies, près des cuisines. Vous travaillerez avec les autres femmes. Assurez-vous que vos effets personnels soient prêts. » Il ne lui laissa pas le temps de répondre. Il tourna les talons et ses pas pressés s'éloignèrent dans le couloir, la laissant seule avec le bruit de son cœur qui cognait furieusement dans sa poitrine. Les mots tournoyaient dans son esprit, dépourvus de sens, puis s'assemblèrent pour former une phrase d'une horreur absolue. Les grandes buanderies, avec les autres femmes, un espace commun, bruyant, constamment surveillé, un lieu où des dizaines d'yeux la dévisageraient, où chaque centimètre carré était connu et utilisé. Un lieu où il était impossible de cacher ne serait-ce qu'une aiguille, et encore moins un enfant. Elle regarda Aimée, qui lui souriait, une petite tache de confiture de pomme, un autre don, au coin des lèvres. Son monde
Cette misérable tanière, qui était pourtant leur sanctuaire, venait de s'effondrer. La comtesse avait gagné la Manche. Dans 3 jours, on viendrait la chercher. Et Aimée serait découverte. La punition pour avoir caché un enfant était connue de tous. Le puits de la cour. La fragile lueur d'espoir qui avait commencé à naître en elle fut soufflée d'un coup, remplacée par une obscurité plus profonde et plus froide que celle des souterrains eux-mêmes. Le jeu était terminé, et elle avait perdu. Les premières 24 heures furent un brouillard de panique. Héloïse se déplaçait dans sa buanderie comme une somnambule, son esprit tournant en boucle, cherchant une issue là où il n'y en avait pas. S'enfuir ? Une lavandière en haillons avec un enfant malade n'irait pas à plus de 2 lieues avant d'être rattrapée par la garde ou de mourir de faim. Cacher Aimée ailleurs dans le château? Impossible. Chaque recoin était connu, chaque couloir patrouillé. La proposition de la comtesse sous ses dehors de sollicitude était une cage d'acier qui se refermait sur elle. La nouvelle de son transfert s'était répandue comme une traînée de poudre. Les quelques serviteurs qu'elle croisait la regardaient avec un soulagement mal dissimulé. La source de l'agitation, la tache sur la propreté du château, allait enfin disparaître. Leur hostilité s'était muée en une indifférence satisfaite, ce qui était presque pire. Pour eux, elle n'existait déjà plus. Au milieu de son désespoir, une seule pensée, aussi faible et terrifiante qu'une lueur de bougie dans une tempête, persistait. Le roi. Il était la cause de tout cela. Son attention anormale avait attiré la foudre de la comtesse. Il lui avait donné des couvertures, de la nourriture, des remèdes. Avait-il fait tout cela pour simplement la laisser être détruite par sa rivale politique? Était-ce un jeu si cruel? Ou bien ignorait-il l'ordre de la comtesse? Avait-elle agi dans son dos, utilisant la propre logique du roi contre lui? C'était son seul et unique espoir. Une chance sur 1 million. Elle devait le voir. Elle devait lui parler. Pas pour implorer, mais pour le confronter à la conséquence de ses propres actes. La 2e nuit, sa dernière nuit dans le sanctuaire précaire de sa buanderie, elle prit sa décision. Après avoir bordé Aimée dans la couverture de laine, lui murmurant des mots d'amour qui avaient le goût d'un adieu, elle ne se recroquevilla pas pour attendre le sommeil. Elle sortit de l'alcôve, traversa la petite pièce et alla se planter au milieu du couloir principal. Elle attendit dans l'obscurité totale, debout, droite, le froid de la pierre remontant par la plante de ses pieds nus. Elle ne savait pas s'il viendrait. C'était peut-être sa dernière nuit de ronde, maintenant que le problème allait être résolu. Chaque minute qui passait était une agonie. Les rats qui couraient le long des murs, le goutte à goutte de l'eau s'infiltrant du plafond. Chaque son familier semblait annoncer son échec. Puis, elle l'entendit. Le pas, régulier, calme, sans hâte. Il venait. La peur lui tordit les entrailles, mais elle ne bougea pas. Elle était un rocher au milieu d'un courant, attendant le choc de la vague. La lumière de la lanterne apparut, grandissant jusqu'à l'aveugler. Le roi s'arrêta net à une dizaine de pas d'elle. Le voir s'immobiliser si brusquement fut la seule confirmation dont elle avait besoin. Sa présence ici était une rupture du protocole, une transgression de leurs règles tacites. Dans la lumière vacillante, elle crut déceler une fraction de seconde de pure surprise sur son visage, une tension dans sa mâchoire, avant que le masque lisse et impénétrable ne reprenne sa place. Il ne dit rien. La lanterne posée au sol projetait leurs ombres immenses et déformées sur les murs, 2 monarques silencieux d'un royaume de ténèbres. Le silence était son arme, elle le savait. Il attendait qu'elle s'effondre, qu'elle se jette à ses pieds. Elle prit une profonde inspiration, l'air glacé brûlant ses poumons, et elle parla. Sa voix était basse, un peu rauque, mais elle ne tremblait pas. Majesté. Elle marqua une pause, le laissant accuser réception de ce simple mot. Puis elle continua, enchaînant les faits bruts, sans fioriture ni supplication. L'intendant est venu hier. Demain, à l'aube, on me déplace aux grandes buanderies. L'ordre vient de la comtesse. Elle se tut. Elle avait posé la situation sur la table. Elle n'avait pas besoin de lui expliquer les conséquences. Il les connaissait aussi bien qu'elle. C'était sa réponse au coup de la comtesse. Le roi resta immobile un long moment. Puis,
il fit quelque chose qu'elle ne l'avait jamais vu faire. Il se mit à marcher. Non pas pour s'éloigner, mais pour arpenter le couloir. 4 pas dans un sens, 4 pas dans l'autre. Un lion en cage. La lumière de la lanterne découpait ses allées et venues. Un pendule de lumière et d'ombre. Il était en train de réfléchir. La lavandière avait cessé d'être une simple variable dans son équation. Elle venait de lui poser un problème insoluble. Finalement, il s'arrêta et lui fit face. Son visage était plus dur, plus froid que jamais. Il n'y avait plus la moindre trace de curiosité, seulement l'acier de la décision. « La comtesse a agi avec logique », dit-il, sa voix tranchante comme du verre brisé. « Sa proposition est, en surface, irréprochable. Annuler son ordre maintenant, sans raison valable, serait admettre un intérêt personnel. Cela ne se produira pas. » Chaque mot était un clou planté dans le cercueil de son espoir. Vous ne pouvez donc pas rester ici, et vous ne pouvez pas aller là-haut. Il la fixa, et pour la première fois, elle sentit le poids de son intelligence calculatrice se poser entièrement sur elle. Il ne voyait pas une femme et un enfant, il voyait une situation à résoudre. Il n'existe qu'une seule solution, une solution qui garantit la survie de l'enfant. Il fit un pas vers elle. Aimée sera prise en charge. Elle sera emmenée cette nuit, avant l'aube, loin de ce château. Elle sera placée dans une petite propriété que je possède en Bourgogne. Elle aura des nourrices, un médecin, de la chaleur, de la nourriture. Elle aura une vie saine et entière que vous ne pourrez jamais lui offrir dans ce trou. Héloïse retint son souffle, une lueur d'espoir insensé naissant dans sa poitrine. Mais le roi n'avait pas fini. C'est sa vie contre la vôtre. C'est le prix à payer. Vous ne la reverrez jamais. Vous ne saurez jamais précisément où elle est. Vous ne recevrez aucune nouvelle. Pour le monde et pour vous, elle aura disparu. Vous resterez ici, vous continuerez votre service, en silence, pour le reste de vos jours, en sachant qu'elle vit grâce à votre sacrifice. Il la laissa absorber l'horreur de sa proposition. C'est mon unique offre. Il n'y en aura pas d'autre. Acceptez, et votre fille vivra une vie que même la fille d'un baron pourrait lui envier. Refusez et laissez le destin suivre son cours demain matin quand les gardes viendront vous chercher. Vous avez jusqu'à ce que ma lanterne soit consumée pour décider. La flamme de la lanterne. Ce fut la seule chose qu'Héloïse vit pendant un temps qui lui parut s'étirer sur une éternité. Une petite langue de feu dansante, dévorant la cire, consumant les secondes qui lui restaient pour choisir entre 2 formes de mort. Le roi avait cessé d'exister. Le couloir froid, les ombres, tout avait disparu. Il ne restait que cette flamme, un cœur battant de lumière au milieu d'un abîme de ténèbres, et sa décision, ne plus jamais la revoir. La phrase était un poison qui se propageait dans ses veines. Jamais. Le mot était absolu. Une porte de fer qui se fermait sur l'avenir. Plus jamais sentir l'odeur de ses cheveux après le sommeil. Plus jamais entendre son petit rire, un son aussi rare et précieux qu'une perle dans la boue. Plus jamais la tenir contre elle, sentir son petit cœur battre contre le sien. Un rappel constant que tout n'était pas perdu, qu'une partie d'elle vivait et respirait encore dans ce monde. L'idée était une amputation. On lui proposait de couper la meilleure part d'elle-même pour que le reste puisse survivre. Une survie qui n'en serait pas une, mais une errance sans but dans un désert de silence. Son instinct primaire hurlait « Garde-la, protège-la ». Un animal ne livre pas son petit, même au plus féroce des prédateurs. Il se bat jusqu'à la mort. Et n'était-ce pas une forme de mort que de la garder près d'elle? Demain matin, les gardes viendraient. Ils trouveraient Aimée, le puits. L'image fulgurante, insoutenable, la fit frissonner. Garder Aimée, c'était la condamner. C'était choisir sa propre souffrance, celle de la perdre, plutôt que de choisir la vie pour son enfant. Elle leva les yeux vers le roi. Il n'avait pas bougé. Il était une statue de patience et de pouvoir, attendant sa réponse comme un collecteur d'impôts attend son dû. Il n'y avait pas de pitié dans ses yeux. Il n'y avait rien d'autre que la calme certitude d'un homme qui a posé tous les termes d'un contrat et qui sait qu'il est le seul à pouvoir en tirer profit. Il ne lui offrait pas un cadeau.
Il lui offrait une transaction, une vie pour une vie, la sienne, misérable et sans importance, contre celle de sa fille, pleine de promesses. Son regard quitta le roi et se porta sur l'entrée de sa buanderie. Elle vit, non plus avec ses yeux mais avec sa mémoire, la saleté, l'humidité, la pierre qui suintait une froideur perpétuelle. Elle sentit le contact des draps rêches, l'odeur de la lessive et de la maladie. Quelle vie était-ce? Une vie de peur, de faim, de toux et d'obscurité, une vie de fantôme. Le roi lui offrait le soleil pour sa fille. Comment pouvait-elle choisir la cave? L'amour, réalisa-t-elle dans un éclair de lucidité douloureuse, n'était pas la possession. Ce n'était pas le besoin de garder l'être aimé près de soi. Le véritable amour, l'amour le plus pur et le plus terrible, c'était de vouloir le bonheur de l'autre plus que le sien propre. C'était de vouloir que la fleur s'épanouisse, même si cela signifiait la planter dans un jardin qu'on ne verrait jamais. Sa propre vie était finie de toute façon. Elle s'était arrêtée dans un champ boueux aux portes de Saint-Pé, à côté du corps de son mari. Depuis, elle ne faisait que survivre. Mais aimer n'avait pas encore commencé à vivre. Elle méritait des prairies, un ciel bleu, des robes propres et des poumons pleins d'air pur. Elle méritait de courir sans avoir peur, de chanter sans devoir étouffer le son de sa voix. La flamme de la lanterne vacilla, projeta une dernière grande ombre sur le mur, puis se réduisit à une petite perle bleue sur la mèche. Le temps était écoulé. Héloïse redressa la tête. Les larmes qu'elle avait refusé de verser lui brûlaient la gorge, mais ses yeux étaient secs. Elle regarda le roi, non plus comme une victime regarde son bourreau, mais comme une égale concluant un pacte. Elle avait un pouvoir, elle aussi. Le pouvoir de donner à sa fille une chose que lui, avec toute sa puissance, ne pourrait jamais lui offrir. Une vie née d'un sacrifice absolu. « J'accepte, Majesté ». Les mots furent à peine un murmure, mais dans le silence du cachot, ils eurent la résonance d'un serment irrévocable. Le roi hocha la tête, un seul mouvement bref et sec. La transaction était conclue. Aucune trace de triomphe ou de soulagement sur son visage. C'était une affaire réglée. « Bien, dit-il, sa voix reprenant son ton purement fonctionnel. Préparez-la, enveloppez-la dans la couverture la plus chaude. Une femme viendra la chercher ici même dans 1 heure. Vous lui remettrez l'enfant sans un mot et sans un geste. Vous ne poserez aucune question. Elle ne vous dira rien. Est-ce compris ? Oui, sire. Il se pencha pour ramasser la lanterne presque éteinte. Il se tourna pour partir, sa part du contrat remplie. Puis, sur le seuil, entre l'ombre et la lumière mourante, il s'arrêta. Sans se retourner, il ajouta d'une voix neutre, presque détachée, « Ce que vous faites ce soir, lavandière, c'est un acte de reine. N'en doutez jamais. » Puis il s'enfonça dans les ténèbres, la laissant seule avec sa décision et l'heure la plus longue de sa vie. Héloïse retourna vers son alcôve, les jambes flageolantes. Elle s'agenouilla près d'Aimée, qui dormait paisiblement, le visage détendu pour la première fois depuis des mois. Doucement, pour ne pas l'effrayer, elle la réveilla. « Maman » murmura l'enfant, les yeux encore lourds de sommeil. « Chut, mon trésor !» Héloïse la prit dans ses bras, la serrant contre sa poitrine, essayant de graver dans sa mémoire la sensation de son poids, la douceur de sa peau, le son de sa respiration. Elle n'avait qu'1 heure. 1 heure pour mémoriser chaque détail de son enfant. 1 heure pour dire un adieu qui devrait durer toute une vie. Elle se mit à la bercer, lui chantant une dernière fois, dans un murmure brisé, la berceuse des champs de lavande de Saint-Pé. L'heure qui suivit fut à la fois une éternité et un instant. Le temps se déforma, chaque seconde se distendant pour permettre à Héloïse d'emmagasiner une vie entière de souvenirs. Elle ne pleura pas. Les larmes auraient effrayé Aimée, et cette dernière heure ne devait contenir aucune peur. Elle ne devait être remplie que d'amour. « Je vais te raconter une histoire », murmura-t-elle à l'oreille de sa fille, la berçant doucement. « C'est l'histoire d'un endroit appelé Saint-Pé, où le soleil est si chaud qu'il vous embrasse les joues, et où les champs sont couverts de fleurs violettes qui sentent le miel. » Aimée, encore à moitié endormie, écoutait, captivée. Héloïse lui décrivit la rivière qui scintillait, les papillons qui dansaient, la maison avec les volets bleus. Elle ne mentait pas. Elle lui offrait son passé en guise d'avenir. C'était son seul héritage. « Tu vas faire un grand voyage, mon trésor.
continua-t-elle, sa voix incroyablement douce et égale. Un voyage vers un endroit comme celui-là. Une gentille dame va venir te chercher pour t'emmener voir un grand jardin. « Tu viens avec moi, maman ?» demanda Aimée, sa petite voix ensommeillée perçant le cœur d'Héloïse comme une lame de verre. « Je ne peux pas, mon amour. Je dois rester ici pour garder la maison, mais je serai avec toi, toujours. » Elle sortit de la poche usée de sa robe une petite pierre plate et blanche, polie par des années de passage dans l'eau de la rivière de son village. C'était la seule chose qu'elle avait gardée de son ancienne vie. Elle la glissa dans la petite main d'Aimée et referma ses doigts dessus. « Garde-la bien fort. Tant que tu l'auras, une partie de moi sera avec toi. C'est un caillou magique. Il te protégera. » Aimée serra la pierre, rassurée, et posa sa tête contre l'épaule de sa mère. C'est à ce moment qu'elles entendirent les pas. Ils étaient différents de ceux du roi, plus légers, plus pressés. Une femme apparut au seuil de la buanderie. Elle était d'un certain âge, vêtue d'une robe de voyage sombre et d'une cape de laine épaisse. Son visage était sévère, marqué par les ans, mais ses yeux, en se posant sur Héloïse et l'enfant, trahirent une lueur de profonde tristesse. Elle ne dit pas un mot, respectant à la lettre les instructions qu'elle avait dû recevoir. Elle tenait dans ses bras une autre couverture, neuve celle-ci, incroyablement douce et propre. Le moment était venu. Héloïse sentit son corps entier se révolter. Chaque fibre de son être lui criait de fuir, de se battre. Mais elle repensa à l'acte d'une reine. Une reine ne faiblit pas. Elle se pencha et déposa un dernier baiser sur le front de sa fille. Un baiser qui contenait tout, son amour, ses espoirs, ses regrets, son adieu. « Je t'aime plus que le soleil », souffla-t-elle, si bas que seule Aimée put l'entendre. Puis, avec une lenteur infinie, elle desserra son étreinte. Elle posa Aimée debout sur le sol. L'enfant, intimidé par l'étrangère silencieuse, se serra contre la jambe de sa mère. La femme s'approcha doucement, s'agenouilla et enveloppa l'enfant dans la nouvelle couverture chaude. « Viens, ma petite », dit-elle d'une voix étonnamment douce. « N'aie pas peur. » Elle souleva Aimée dans ses bras. L'enfant tourna la tête, ses grands yeux fixant sa mère, un début de confusion et de peur assombrissant son regard. Héloïse ne bougea pas. Elle ne tendit pas les bras. Elle ne pleura pas. Elle se contenta de regarder sa fille, essayant de lui envoyer par la seule force de son regard tout l'amour et le courage du monde. « Sois sage, sois heureuse, vis. » La femme se releva et, sans un regard en arrière, s'éloigna dans le couloir. Héloïse resta figée, écoutant le bruit de leurs pas s'estomper jusqu'à n'être plus rien, jusqu'à ce que le silence, un silence nouveau et monstrueux, revienne l'engloutir. C'est seulement alors que ses forces l'abandonnèrent. Ses jambes cédèrent et elle s'effondra sur le sol de pierre. Elle rampa jusqu'à l'alcôve vide, cet espace qui avait été le centre de son univers et qui n'était plus qu'un trou béant. Elle saisit la vieille couverture de laine, celle que le roi lui avait donnée, celle qui portait encore l'odeur de son enfant. Elle enfouit son visage dans le tissu rêche et un son terrible, arraché au plus profond de son âme, la secoua. Ce n'était pas un cri, c'était le silence qui se brisait. Un hoquet sec, violent, sans larmes, le son d'un cœur qui se déchire. Très haut au-dessus d'elle, dans le silence feutré de son observatoire privé, le roi Louis-Henri regardait par une étroite fenêtre qui donnait sur une cour de service. Il vit la femme, montée dans une voiture sans armoirie, le petit paquet emmailloté dans ses bras. La voiture s'ébranla, ses roues, à peine audibles sur les pavés, et sortit par une poterne dérobée avant de se fondre dans la brume de l'aube naissante. L'opération avait été un succès total, discrète, efficace, définitive. La menace de la comtesse était parée. Le pion compromettant avait été retiré de l'échiquier. Il avait gagné. Il aurait dû ressentir de la satisfaction froide et pure d'un stratège qui voit son plan se dérouler à la perfection. Pourtant, en se détournant de la fenêtre, il ne ressentit rien de tel. Il n'y avait pas de triomphe, seulement un calme étrange, un vide. L'image du visage de la lavandière, pâle et immobile dans la lumière de la lanterne, s'imposa à lui. Il se souvint de ses yeux secs, de la dignité terrible de sa reddition. Il avait résolu le problème, mais la solution laissait derrière elle une impression de perte.
Il avait déplacé les pièces, mais il avait le sentiment dérangeant que c'était la lavandière, dans sa défaite totale, qui venait de remporter la seule victoire qui comptait. Et cette pensée, si illogique, le troubla plus profondément qu'il n'aurait jamais voulu l'admettre. L'aube arriva, grise et sans pitié. Héloïse ne l'attendait pas comme une condamnée, mais comme une pierre attend la marée qui viendra la submerger. Elle était assise sur le sol froid, le dos contre le mur, la vieille couverture d'Aimé serrée contre sa poitrine vide. Elle avait tout donné. Il ne lui restait plus rien, pas même la force de bouger. Elle entendit les pas dans le couloir, plus lourds que ceux de la femme, plus officiels. C'était l'heure. La silhouette de maître Renaud se découpa dans l'embrasure, flanquée de 2 gardes. L'intendant avait l'air contrarié, son visage habituellement lisse plissé par la confusion et l'irritation. « Lavandière » commença-t-il d'un ton sec. Il s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. Il y a eu un changement de plan, un contre-ordre. « Royal » ajouta-t-il avec une pointe de ressentiment, comme si le mot lui écorchait la langue. « Vous restez à votre poste, l'ordre de transfert est annulé. Reprenez votre travail. » Il ne demanda aucune explication et n'en offrit aucune. Il fit demi-tour, laissant les gardes aussi perplexes que lui. Pour eux, ce n'était qu'un autre caprice de souverain. Pour Héloïse, ce fut la chute du dernier couperet, le saut final de son contrat. Elle resterait ici, dans ce tombeau, pour toujours. Ce n'était pas un sursis, c'était la prison à perpétuité qu'elle avait acceptée en échange de la liberté de sa fille. Sans un mot, elle se leva. Elle plia soigneusement la couverture et la rangea dans l'alcôve, désormais vide. Puis, elle se tourna vers ses bacs d'eau glacée et y plongea les mains. Le choc du froid fut une distraction bienvenue à la douleur qui consumait son cœur. Elle se mit à laver. Le rythme mécanique, le frottement du tissu rugueux contre ses paumes, le clapotis de l'eau. C'était tout ce qui lui restait. Une routine pour occuper ses mains et empêcher son esprit de sombrer dans la folie. La nouvelle de l'annulation de l'ordre éclata comme un coup de tonnerre dans les étages supérieurs. Personne ne comprenait. Et personne n'était plus furieux que la comtesse de Malvoisin. Elle ne demanda pas audience, elle l'exigea. Elle trouva le roi dans son cabinet de travail, seul, examinant des cartes navales. Elle entra sans attendre d'y être invitée, ses robes de soie bruissant de colère contenue. « Sire, dit-elle, sa voix tendue mais maîtrisée, j'ose espérer qu'il existe une raison valable, une raison d'État pour l'humiliation publique que vous venez d'infliger à votre propre intendant et, par extension, à moi-même. » Louis-Henri leva lentement les yeux de ses cartes. Son regard était si froid qu'il aurait pu éteindre un incendie. « L'humiliation, comtesse, consiste à croire que vos recommandations sont des décrets. J'ai examiné votre proposition. Je l'ai rejetée. C'est mon entière prérogative. » « Rejetée » siffla-t-elle. « Après l'avoir approuvée par le silence, vous laissez une décision logique être annoncée, puis vous la cassez au milieu de la nuit comme un voleur. Cela sème le chaos et le doute. Cela affaiblit la chaîne de commandement. Pour... Et quoi? Pour une lavandière? Une moins que rien qui vit dans la fange? Quel est son secret, Majesté? Quel pouvoir a-t-elle sur vous pour vous faire agir avec une telle irrationalité? Le mot était lâché. Irrationalité. La pire insulte qu'on pouvait faire à Louis-Henri d'Artois. Il se leva lentement, sa haute silhouette dominant la comtesse. Sa voix, quand il parla, était dénuée de toute chaleur, un murmure polaire. « Mon pouvoir, Geneviève, n'est jamais aussi fort que lorsque je l'exerce. Mes raisons sont les miennes. Elles n'ont pas à être logiques pour vous, elles ont simplement à être. La lavandière reste où elle est. Ce sujet est clos, définitivement. Si vous tentez de nouveau d'intervenir dans cette affaire par quelque moyen que ce soit, je considérerai cela comme une remise en cause directe de mon autorité. Et vous savez comment je traite ce genre de défi. » Leur regard s'affronta pendant un long moment. La comtesse, pour la première fois depuis des années, baissa les yeux. Elle avait perdu. Elle ne savait pas comment, ni pourquoi, mais elle avait été battue. Une ligne avait été tracée. Et elle venait de comprendre qu'elle ne devait plus jamais la franchir. Elle s'inclina, le geste rigide de colère, et se retira sans un autre mot. Dans les couloirs du château, la peur remplaça le mépris. La lavandière n'était plus une paria. Elle était un mystère,
une intouchable. On avait tenté de la déloger, et la plus grande puissance de la cour après le roi lui-même s'y était brisé les dents. Les serviteurs la fuyaient désormais non par hostilité, mais par une sorte de crainte superstitieuse. On disait qu'elle avait jeté un sort au roi, qu'elle était une sorcière qui puisait sa force dans les fondations du château. Son isolement était complet, mais il avait changé de nature. Les jours se transformèrent en semaines. La vie d'Héloïse devint une longue et morne prière silencieuse. Elle travaillait, mangeait le peu qu'on lui donnait et dormait. Mais, à chaque instant, sa pensée était pour aimer. Était-elle bien arrivée? Avait-elle chaud? Mangeait-elle à sa faim? Le doute et l'espoir menaient une guerre sans fin dans son cœur. Un soir, alors qu'elle essorait un drap, ses doigts heurtèrent quelque chose de dur, oublié dans un pli. C'était la petite pierre blanche. Dans la précipitation du départ, Aimé avait dû la laisser tomber. Héloïse la ramassa. L'objet était froid et lisse, un fragment de son passé, un fantôme de l'avenir qu'elle avait sacrifié. Elle la serra dans sa paume, la seule chose tangible qui la reliait encore à sa fille. C'est ainsi que le roi la trouva, lors d'une de ses visites désormais plus rares, plus discrètes. Elle était debout, le travail interrompu, fixant la petite pierre dans sa main avec une intensité qui excluait le reste du monde. Elle ne le regarda pas, ne sembla même pas remarquer sa présence. Ils étaient les deux gardiens d'un secret qui les liait et les séparait à la fois. Il l'observa un long moment. Il voyait la force qui émanait d'elle, une force née non pas du bonheur ou de l'espoir, mais du sacrifice et de la perte. Une force qu'il n'avait jamais rencontrée, qu'il ne pouvait ni commander, ni acheter, ni briser. Il avait cru résoudre un problème en éloignant l'enfant. Il réalisait maintenant qu'il n'avait fait que le transformer. Le problème n'était plus une enfant cachée dans un cachot. Le problème, c'était cette femme, son silence, sa dignité, et le vide immense qu'elle portait en elle. Un vide qui, étrangement, faisait écho à quelque chose au plus profond de lui-même. L'hiver vint et passa. Héloïse le sut non pas en voyant la neige, mais en sentant le froid plus mordant qui remontait des pierres, un froid sec qui gelait l'eau dans ses bacs pendant la nuit. Elle le sut aux taches de boue gelées sur les capes des gardes et à l'odeur de fumée de bois de chêne qui descendait parfois des cheminées des étages nobles. Sa vie s'était réglée sur un rythme immuable, monastique. Le travail était sa prière, la fatigue, sa seule compagne. Le souvenir d'aimer n'était plus une plaie ouverte, mais une cicatrice profonde, une partie d'elle-même, un membre fantôme dont elle sentait la présence à chaque instant. Le printemps arriva. Elle le devina à la douceur nouvelle de l'air qui s'engouffrait dans les soupiraux, aux robes des dames qui arrivaient à la lessive, imprégnées non plus du parfum lourd du musc, mais des senteurs légères du lilas et du muguet. Un an, une année entière s'était écoulée, depuis la nuit où sa vie avait basculé. Elle avait tenu sa part du marché, le silence, l'effacement. Elle tenait souvent la petite pierre blanche dans sa main, la faisant rouler entre ses doigts. Le contact lisse et froid était sa seule connexion avec l'enfant qu'elle avait mis au monde et envoyé vers un autre. Pendant ce temps, le roi changeait. La cour, ce baromètre si sensible aux humeurs du souverain, avait senti la transformation. Le roi froid était devenu le roi distant. Il gouvernait toujours avec une efficacité redoutable, mais le feu calculateur qui l'animait semblait s'être mué en cendres. Il était plus silencieux, plus observateur, et passait de longues heures seul, enfermé dans sa bibliothèque. Il délaissait les banquets, abrégeait les audiences, et son regard semblait souvent se perdre au loin, comme s'il contemplait un paysage intérieur que nul autre ne pouvait voir. La comtesse de Malvoisin l'observait avec un mélange d'inquiétude et d'amertume. L'homme qu'elle avait conseillé, l'esprit d'acier qu'elle avait contribué à forger, lui devenait étranger. Elle sentait que la lavandière, même vaincue et emmurée dans son silence, avait gagné une guerre dont elle-même ne comprenait pas les enjeux. Le pouvoir, pour Louis-Henri, avait changé de saveur. Il avait toujours cru que le pouvoir résidait dans le contrôle absolu, ordonné, décrété, manipulé. Mais la force silencieuse d'Héloïse lui avait montré une autre forme de puissance, une puissance qui ne venait pas de ce que l'on pouvait prendre, mais de ce que l'on était capable de donner.
Le souvenir de son sacrifice était un miroir qui lui renvoyait l'image de la vacuité de ses propres victoires. Il pouvait déplacer des armées et des frontières, mais il ne pouvait pas créer le millième de l'amour contenu dans un simple adieu murmuré. Un soir, alors qu'il travaillait tard, un messager spécial lui apporta une missive scellée. Elle ne portait aucune armoirie, seulement un code qu'il reconnut. C'était le rapport trimestriel qu'il avait exigé de la gouvernante en charge de la propriété de Bourgogne. Il brisa le sceau, le cœur étrangement serré. Il lisait ces rapports avec une avidité qu'il ne s'avouait pas, se justifiant par la nécessité de s'assurer que son investissement était bien géré. La lettre était concise, factuelle, comme il l'avait ordonné. Sujet aimé, état de santé excellent. A pris 3 doigts en hauteur depuis le dernier rapport. La toux a entièrement disparu. Appétit robuste, disposition vive et curieuse. A commencé l'apprentissage de la lecture avec des progrès notables. Parle désormais sans difficulté. Elle est particulièrement sociable avec les animaux du domaine. Continue de poser des questions sur sa maman qui vit dans la maison de pierre. Elle attend son arrivée quand le soleil sera assez fort. Note, elle ne se sépare jamais d'un petit caillou blanc qu'elle garde sous son oreiller la nuit. Elle dit que c'est le cœur de sa mère. Louis-Henri relut plusieurs fois la dernière phrase. Le cœur de sa mère. L'image d'Héloïse, debout dans le cachot, tenant une pierre identique, lui revint avec une force saisissante. Ce n'était pas une simple enfant qu'il avait exilée. C'était la moitié d'un tout, un cœur arraché à un autre. Et les deux continuèrent de battre au même rythme, malgré la distance. Cette pensée, si peu stratégique, si humaine, le submergea. Il ne prit pas de décision. Il ne réfléchit pas. Il se laissa guider par une impulsion plus forte que sa discipline. Il prit une lanterne et descendit. Il traversa les couloirs silencieux, non plus en tant que roi inspectant son domaine, mais en tant qu'homme portant un message. Il la trouva. Elle ne travaillait pas. Elle était assise sur le rebord d'un bac de pierre, la petite pierre blanche posée dans la paume de sa main, éclairée par la lueur de sa torche. Elle la contemplait avec une sorte de dévotion silencieuse. Il fit un pas dans la lumière. Elle tressaillit et leva les yeux, surprise. Sa première réaction fut la peur, mais en voyant son visage, elle comprit que cette visite était différente. Il n'était pas venu observer. Il s'arrêta à quelques pas d'elle. Le silence entre eux était lourd du poids de l'année écoulée, du sacrifice inexprimé. Puis, pour la première fois depuis la nuit du pacte, il lui parla, et sa voix était étrangement dépourvue de sa dureté habituelle. « J'ai reçu des nouvelles. » Les yeux d'Héloïse s'agrandirent, un univers d'espoir et de crainte contenu dans ce simple regard. Le roi avala sa salive, un geste si inhabituel pour lui qu'il en fut presque surpris. Il choisit ses mots avec soin, comme s'il maniait des objets de verre. L'enfant se porte bien, elle est en parfaite santé, elle a grandi. Il marqua une pause, la regardant droit dans les yeux, lui livrant la plus cruciale des informations, la justification de son martyre. Elle est heureuse. Le visage d'Héloïse se crispa. Elle porta une main à sa bouche, comme pour retenir un son qui menaçait de s'échapper. Et pour la première fois depuis 1 an, une larme, unique et brûlante, s'échappa de son œil et traça un sillon clair sur sa joue salie par la suie et le labeur. Une larme de soulagement si intense qu'il était une douleur, et de chagrin si profond qu'il était une bénédiction. La nouvelle fut comme une pluie de printemps sur une terre desséchée. Elle ne fit pas disparaître l'aridité du chagrin, mais elle réveilla quelque chose de dormant, une graine de vie qu'Héloïse croyait morte et enterrée. Savoir qu'aimer était heureuse. Ces 3 mots, prononcés par la voix du roi, devinrent son credo, la prière qu'elle se répétait dans les longues heures de solitude. Son chagrin ne disparut pas. Au contraire, il devint plus aigu, plus précis. Ce n'était plus le deuil d'un souvenir flou, mais la douleur poignante de manquer une vie bien réelle. Elle imaginait aimer courant dans l'herbe, apprenant à lire, posant des questions avec cette curiosité pétillante qu'elle devinait chez elle. Chaque image était un mélange de joie exquise et de torture. Mais pour la première fois, la joie l'emportait. Son sacrifice avait un sens. Il avait un visage, un rire, un avenir. Une transformation subtile s'opéra en elle.
Le voile de torpeur qui l'enveloppait se déchira. Il y avait une nouvelle lumière dans son regard, une résilience qui n'était plus seulement passive, mais active. Elle tenait sa petite pierre blanche non plus comme une relique funéraire, mais comme un talisman, une promesse. Elle avait accompli son devoir de mère de la seule manière qui lui avait été offerte. Et dans cet accomplissement, elle trouva une forme de paix. De son côté, le roi ne trouvait plus la paix nulle part. L'image de la larme unique d'Héloïse le hantait. C'était la preuve tangible, liquide, de l'impact de ses actions. Il avait cru pouvoir gérer la situation à distance, comme un dieu démiurge déplaçant ses créations sur un échiquier. Mais cet échange, cette brève connexion humaine, l'avait fait descendre de son piédestal. Il était impliqué, non plus seulement comme l'architecte du plan, mais comme le témoin de ses conséquences émotionnelles. Il se mit à revoir toute l'affaire, non plus sous l'angle de la stratégie, mais sous celui d'une justice qui lui était jusqu'alors inconnue. Il avait sauvé une vie, oui, mais il en avait brisé une autre en deux. Il revoyait sans cesse l'image des deux pierres blanches, l'une dans la main d'une enfant qui attendait sa mère, l'autre dans la main d'une mère qui n'attendait plus rien que la mort. C'était une équation déséquilibrée, une œuvre inachevée. La logique froide, qui avait été son guide toute sa vie, lui semblait soudain un instrument grossier et inadéquat. Elle pouvait résoudre des conflits de frontières et des crises financières, mais elle était impuissante face à la vérité d'un cœur brisé. Et il commençait à comprendre que la force d'un royaume ne résidait pas seulement dans ses coffres et ses armées, mais dans la solidité de son âme. Et l'âme de son royaume avait une fissure, une injustice qu'il avait lui-même créée, cachée dans ses propres fondations. Il passa plusieurs jours à lutter contre une nouvelle impulsion, une idée si contraire à sa nature qu'il la rejeta d'abord comme une folie. Mais l'idée persistait, revenait avec la force d'une certitude. C'était la seule conclusion logique à une situation qui avait depuis longtemps dépassé la logique. Une semaine après avoir apporté la nouvelle, il descendit une nouvelle fois. Ce n'était plus une visite furtive. Il marchait d'un pas décidé, celui d'un homme qui vient non pas pour observer, mais pour agir. Héloïse le vit arriver et ne montra aucune peur. Depuis leur dernière conversation, la dynamique entre eux avait changé. Elle n'était plus sa prisonnière, et il n'était plus son geôlier. Ils étaient deux âmes liées par un secret, deux architectes d'un même destin. Elle se contenta de l'attendre, les mains calmes le long de son corps. Il s'arrêta devant elle, et pour la première fois, il semblait presque mal à l'aise, cherchant ses mots. « Notre arrangement », commença-t-il, sa voix plus grave que d'ordinaire. Il était fondé sur la nécessité et la survie. C'était une solution à un problème immédiat. Il fit une pause, son regard se perdant un instant dans le vague. « J'ai passé ma vie à croire que le pouvoir était l'art de trouver des solutions, de contrôler les variables. Vous, votre silence, votre force. Vous m'avez enseigné que certaines choses ne peuvent être contrôlées et que la solution la plus logique n'est pas toujours la plus juste. » C'était une confession, un aveu d'une vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée à quiconque, et certainement pas à la comtesse. Un royaume ne peut pas être fort s'il est construit sur un sacrifice qui n'est pas reconnu. Une injustice, même cachée, finit toujours par empoisonner les fondations. Héloïse l'écoutait, le cœur battant, sans comprendre où il voulait en venir. Il la regarda alors droit dans les yeux, son masque royal entièrement tombé, la laissant voir l'homme tourmenté derrière le souverain. La gouvernante qui s'occupe de la propriété de Bourgogne approche d'un âge avancé. Elle aura bientôt besoin d'aide, puis d'une remplaçante. Ce poste requiert une discrétion absolue, une loyauté sans faille et une compréhension intime de l'importance de sa pupille. Il requiert une femme d'une force de caractère que je n'ai vue qu'en une seule personne. Le souffle d'Héloïse se bloqua dans sa poitrine. « Je ne peux pas annuler le passé. Je ne peux pas vous rendre ce que vous avez perdu. Mais je peux changer les termes de votre service, » dit-il, et pour la toute première fois, il l'appela par son nom. « Je vous offre un nouveau poste, Héloïse Marin, celui de gardienne intendante du domaine de Vergeroux, en Bourgogne. Vous seriez responsable de sa gestion, de son personnel et du bien-être de son unique et jeune résidente. » Il avait tout changé en quelques phrases. Il ne lui offrait pas la liberté. Il lui offrait une autre forme de servitude.
Une cage dorée peut-être, mais une cage dont les barreaux étaient faits de soleil, et où à l'intérieur chantait l'oiseau pour lequel elle avait tout sacrifié. Héloïse resta pétrifiée, les mots du roi flottant dans l'air humide de la buanderie. Bourgogne, intendante, le bien-être de son unique et jeune résidente. Son esprit refusait de lier les mots, de leur donner un sens, car le sens qu'ils formaient était si inconcevable, si au-delà de toute espérance, qu'il lui semblait être le prélude à une cruelle hallucination. Elle parvint à articuler une question, un souffle brisé qui contenait toute sa vie. Voir, aimer, le roi, pour la première fois, laisse apparaître une ombre de sourire, un pli minuscule au coin de ses lèvres. C'est la nature du poste, Madame Marin. Il serait difficile de veiller sur elle sans la voir, Madame Marin. Ce n'était plus la lavandière, c'était une femme, une personne, avec un nom. L'immensité de ce don, de cette restitution d'identité et de maternité, la submergea. Les genoux d'Héloïse cédèrent, non pas de désespoir cette fois, mais sous le poids d'une gratitude si écrasante qu'elle ne pouvait plus tenir debout. Elle ne se prosterna pas. Elle s'agenouilla simplement, la tête courbée, dans un silence qui valait plus que tous les remerciements du monde. « Quand » murmura-t-elle, la voix étouffée. « Quand dois-je partir ?»« Ce soir même » répondit le roi, son ton redevenant efficace, presque brusque, comme pour se protéger d'une émotion trop directe. « Tout est prêt. Une voiture discrète vous attendra à la poterne sud avant la première heure. Des vêtements convenables ont été placés dans la chapelle désaffectée. Personne ne vous verra partir. Pour tous ici, la lavandière des souterrains aura simplement disparu, oublié. Votre nouvelle vie commence ce soir, sans passé. » Il se détourna, la laissant à son miracle. Il n'avait pas besoin de sa gratitude. L'acte lui-même était sa propre justification. Cette nuit-là, Héloïse quitta son cachot pour la dernière fois. Elle ne jeta pas un regard en arrière à cette cellule qui avait été à la fois sa prison et le nid secret de son amour. Sur le rebord de pierre où elle s'asseyait si souvent, elle déposa la petite pierre blanche. Elle n'en avait plus besoin. Elle n'avait plus besoin du symbole. Elle allait retrouver le cœur lui-même. Le voyage fut un songe, une renaissance. Après des années passées dans l'obscurité, la lumière de la lune lui parut d'une clarté aveuglante. Puis, le lever du soleil. Voir l'horizon s'embraser de rose et d'or fut un choc si violent qu'elle en pleura. Elle sentit la caresse du vent sur son visage, respira l'odeur de l'herbe humide et de la terre labourée. Le monde était un tableau de couleurs et de sensations qu'elle avait oublié et qu'elle redécouvrait avec l'émerveillement d'un nouveau-né. Après 3 jours de route, la voiture entra dans le domaine de Vergeroux. C'était tout ce que le roi avait promis, et plus encore. Une solide maison de pierre blonde, entourée de vergers en fleurs et de prairies verdoyantes. Une femme âgée, la gouvernante, l'accueillit avec un regard bienveillant et dénué de curiosité. Elle la mena à travers la maison jusqu'à un jardin baigné de soleil, où le rire d'un enfant se mêlait au chant des oiseaux. Et là, courant après un papillon, se trouvait une petite fille. Elle avait grandi, ses cheveux de soie avaient foncé, mais c'était elle. C'était Aimée, saine, forte, radieuse, vivante. Le cœur d'Héloïse manqua un battement. Elle s'arrêta, n'osant pas faire un pas de plus, de peur de briser le sortilège. Aimée, sentant une présence, s'arrêta de courir et se tourna vers elle. Elle l'observa avec la curiosité méfiante d'une enfant, plissant les yeux. Elle ne reconnaissait pas cette femme aux cheveux propres et au visage lavé, vêtue d'une simple mais digne robe grise. Héloïse s'agenouilla lentement pour ne pas l'effrayer. La douleur de ne pas être reconnue fut une dernière épreuve, brève mais intense. Elle attendit. Aimée s'approcha à petits pas. Elle pencha la tête de côté, son expression sérieuse. Puis, elle plongea la main dans la poche de sa petite robe et en sortit un caillou blanc et lisse. Elle le tendit vers Héloïse. « La dame qui chante m'a dit que vous viendriez un jour, » dit-elle d'une voix claire et assurée. « Elle a dit que vous aviez un cœur comme le mien. Êtes-vous la maman de la chanson des fleurs ?» Les larmes qu'Héloïse avait si longtemps contenues se mirent à couler, des larmes chaudes, libératrices. Elle ne pouvait pas parler. Elle se contenta d'ouvrir les bras. La reconnaissance illumina le visage d'Aimée. « Maman !»
Ce seul mot effaça des années de douleur et d'obscurité. L'enfant courut se jeter dans ses bras, et Héloïse la serra contre elle, retrouvant enfin la partie manquante de son âme. Le soleil de Bourgogne les baignait de sa lumière dorée. Sa servitude était terminée. Une nouvelle vie de service commençait. Servir la joie, servir l'avenir, servir l'amour. Au château de Saint-Aubin, la lavandière disparut sans laisser de traces. Les serviteurs chuchotèrent un temps, s'étonnant de ce mystère, puis l'oublièrent. Seule la comtesse de Malvoisin comprit qu'un jeu d'une importance capitale s'était conclu, et qu'elle en ignorait les règles et le véritable vainqueur. Elle observa le roi, qui semblait avoir trouvé une paix nouvelle, une autorité moins dure, plus profonde. Et un nouveau murmure naquit dans les couloirs du château, une rumeur qui remplaça toutes les autres. On disait que le cœur du roi n'était pas de glace, comme on l'avait cru, qu'il était fait d'un métal plus rare, un métal que l'on pouvait croire inflexible, mais qu'une simple lavandière, armée non pas d'une épée mais de sa seule humanité, avait réussi à faire ployer.